7h41, c'est un argument agité par Moscou et puis aussi par tous ceux qui soutiennent la politique de Vladimir Poutine. L'OTAN aurait poussé la Russie à l'action guerrière en s'étendant trop à l'Est à la faveur du délitement du bloc soviétique, trahissant des engagements faits à cette époque charnière à la croisée des 20e et 21e siècles. Pour discuter du rôle de l'OTAN et de celui de Pékin également, nous sommes en compagnie de la spécialiste de l'Asie, Alice Ekman. Bonjour. Bonjour. On vous doit notamment Rouge vif, l'idéal communiste chinois aux éditions Flammarion, et puis en duplex depuis Bruxelles, Camille Grand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'OTAN et la première question que j'aimerais vous poser, Camille Grand, assiste-t-on aujourd'hui à un point de bascule de la guerre en Ukraine? Il y aurait, d'après le Financial Times, un point russe fait sur 15 thèmes de négociation, un plan de paix possible. Qu'en est-il selon vous ? Alors, au plan militaire, la situation semble assez bloquée sur le terrain. On n'a pas, depuis le 4 mars, d'offensive majeure ou de conquête majeure de la part de la Russie, même si on assiste à des bombardements de plus en plus lourds à Mariupol, à Tchernigiv. Donc, on voit une situation dans laquelle la Russie est un peu dans une situation de blocage militaire et a recours à des frappes de plus en plus massives sans obtenir de résultats probant. La résistance ukrainienne est à la fois héroïque et beaucoup plus solide que l'estimaient beaucoup d'observateurs. Dans ce contexte-là, on parle des discussions entre Ukrainiens et Russes pour peut-être obtenir un cessez-le-feu. Il y a déjà eu 4 rounds de ces négociations qui n'ont rien donné pour le moment. C'est difficile de savoir si la situation va évoluer rapidement au plan diplomatique. Ce qui est le plus important, c'est que les autorités ukrainiennes soient en mesure d'avoir cette discussion pas dans une situation de capitulation, mais bien dans une situation de négociation, peut-être pas d'égal à égal, mais en tout cas qui ne pose pas l'existence même de l'Ukraine comme préalable. Bon, alors d'après ce que j'ai compris, ce qui a été très important, c'est tout d'abord la déclaration de Volodymyr Zelensky expliquant qu'il renonçait à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, et puis également, et ça c'est un autre infléchissement, le fait qu'il pourrait être envisagé une forme de neutralité, mais pas la neutralité que voudrait Vladimir Poutine pour l'Ukraine. Éclairez-nous, qu'est-ce que ça signifie ? Bon, la question de l'adhésion à l'OTAN est posée depuis une quinzaine d'années maintenant dans le débat ukrainien. Le paradoxe, c'est que Vladimir Poutine a en quelque sorte, par ses actions, par l'annexion illégale de la Crimée, par les actions dans le Donbass et évidemment par l'intervention maintenant, plutôt renforcé le camp de ceux qui en Ukraine étaient favorables à une telle adhésion. Ce qu'a dit Volodymyr Zelensky, c'est une réalité, c'est-à-dire que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas d'actualité, qu'elle ne va pas arriver dans un délai court et que lui était prêt à mettre cette demande de côté dans le contexte d'un règlement du conflit. Cette situation-là, elle ne change pas fondamentalement l'état des choses. C'est-à-dire que la question fondamentale... C'était quand même important de le dire. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, Camille Grand. C'était important de le dire, puisque apparemment c'était l'un des thèmes, l'une des justifications de l'agression de l'Ukraine par Moscou. Alors c'était un signal de sa part de ne pas insister sur cette demande d'adhésion. En même temps, je crois que la question fondamentale, c'est que l'Ukraine est un pays souverain qui doit pouvoir décider de son propre avenir, y compris pour ses alliances. La question de l'adhésion à l'OTAN est une question qui relève d'abord de l'Ukraine. Est-ce que cette demande d'adhésion et comment l'Ukraine souhaite pousser cette demande d'adhésion, et d'autre part des pays de l'OTAN, mais pas d'un pays tiers. C'est le principe de la souveraineté. La question de la neutralité, Moscou veut que Kiev, que l'Ukraine devienne neutre. Volodymyr Zelensky ne le veut pas sous la forme d'un devenir autrichien ou suédois, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a un autre modèle en tête?
Il y a des pays qui ont fait le choix de ne pas adhérer à des alliances militaires qui sont pour qui ça a été un choix complètement souverain. Ce que me semble-t-il Volodymyr Zelensky affirme, c'est que la neutralité ne se décrète pas de l'extérieur, et c'est pour ça qu'il ne récuse ce modèle autrichien qui est une neutralité par traité. Hein. C'est comme ça qu'en 1955 l'Autriche avait été libérée s'était libérée de l'occupation post-Seconde Guerre mondiale, ou la neutralité finlandaise qui a été imposée dans le contexte des débuts de la guerre froide. Il y a d'autres pays, on pense évidemment à la Suisse, pour prendre le cas d'un voisin proche, qui ont fait le choix d'une posture de neutralité, de non-adhésion à des alliances militaires. L'exemple de la Suisse, l'exemple de l'Irlande en Europe sont deux bons exemples. L'autre question qui est agitée, alors c'est une question en partie historique, même s'il s'agit d'histoire proche, Camille Grand, cette question c'est de savoir finalement ce qui s'est dit au moment de l'éclatement de l'Empire soviétique, ce que à la fois les Ukrainiens, les Occidentaux et puis les Russes avaient accepté et qui aurait été trahi par la politique menée par l'Ukraine et notamment par Volodymyr Zelensky. Et alors, le problème, c'est que il y a différentes thèses en présence. Il s'agissait, semble-t-il, de discussions, autrement dit, de discussions à la fois informelles et cependant importantes. Selon vous, l'Ukraine a-t-elle trahi des accords passés avec les Russes à cette époque ? Très honnêtement, non. Je crois que là, il est important de faire un tout petit saut en arrière historique. Au moment de la fin de la guerre froide, il y a des discussions au moment de la réunification allemande qui pose le principe que l'OTAN ne va pas installer de base ou d'équipement militaire dans l'est de l'Allemagne. Obligation qui est respectée jusqu'à ce jour. Se pose ensuite, au moment de la dissolution du pacte de Varsovie, la question de savoir, et il y a effectivement des discussions entre James Baker et son homologue russe sur la possibilité d'élargir ou de ne pas élargir l'OTAN. Ça, c'est des discussions qui ont eu lieu, mais qui n'ont pas abouti à un engagement quelconque de la part des Occidentaux, des Américains ou de l'OTAN. Ce qui est important, parce que c'est là qu'il y a une forme de mauvaise foi du côté de Moscou sur cette question, c'est qu'à partir de 1996, et effectivement à partir de 1999, le processus d'élargissement de l'OTAN, et d'ailleurs en parallèle de l'Union européenne, s'engage. Et il s'engage avec des pays souverains qui demandent leur adhésion à une organisation internationale dont leurs voisins sont membres. Ce processus-là, ce qui commence en 1999 avec l'adhésion de la Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque, qui se poursuit jusqu'à d'ailleurs récemment avec les élargissements dans les Balkans occidentaux, voit 16 pays souverains adhérer à l'OTAN. Jusqu'en 2007, il n'y a aucune réaction vive de la Russie, même pas de réaction de mauvaise humeur. Et d'ailleurs, la Russie, pendant cette période, noue avec l'OTAN un partenariat très étroit. On crée le Conseil OTAN-Russie, on signe l'acte fondateur OTAN-Russie, sans que dans aucun de ces documents et de ces déclarations politiques ne soit mentionné la moindre limite à l'élargissement. Le débat réapparaît en 2008 au moment du sommet de Bucarest, précisément à propos de l'élargissement vers l'Ukraine ou la Géorgie, élargissement qui à l'époque est bloqué par la France et l'Allemagne au sommet de Bucarest. Et depuis cette date, la situation, en tout cas dans cette partie est de l'Europe, est, on va dire, gelée, et c'est un débat gelé qui réapparaît. L'OTAN maintenant le principe de la porte ouverte, c'est-à-dire le fait que des pays qui le souhaitent peuvent demander à adhérer à l'OTAN, et l'OTAN se réserve le droit de les accepter ou non. Mais alors, depuis 2014, je parle sous votre contrôle, Camille Grand, depuis 2014, de toute façon, la question se pose moins, puisque je crois qu'aucun pays dont les frontières sont contestées ne peut rejoindre l'OTAN, ce qui est le cas de l'Ukraine. On peut le déplorer, en tout cas, de toute façon, il faut le constater. Et ce que l'on voit aussi, c'est que la crise de 2014 a témoigné de la faiblesse de l'armée ukrainienne et qu'il y aurait eu de nombreuses aides apportées notamment par les États-Unis, autrement dit par des membres de l'OTAN, pour former cette armée ukrainienne.
Alors, effectivement, depuis 2014, des pays de l'OTAN apportent une aide militaire, forment les troupes ukrainiennes dans le cadre d'un partenariat tout à fait transparent avec un État partenaire de l'OTAN qui est public, hein, et rien de tout ça n'est le déploiement, comme on l'a dit, de forces de l'OTAN ou d'une présence de l'OTAN en Ukraine. C'est une coopération avec un pays partenaire comme on en a avec une demi-douzaine de partenaires dans le monde, consistant à la fois faire de la formation et puis pour certains États à livrer des équipements militaires à un pays souverain qui en plus est attaqué par son voisin et avec des différents territoriaux. Donc il y a eu... Tout cela a été perçu, pardonnez-moi je vous coupe, tout cela a été perçu par Moscou comme une agression. Y avait-il par exemple des militaires membres de l'OTAN sur cette base à côté de Lviv qui a été bombardée en début de semaine, Camille Grand ? Non, il n'y en avait pas. Les personnels de l'OTAN ou des pays alliés ont quitté le pays au début de la guerre. Il n'y a pas d'alliance cachée avec l'Ukraine. Il y a un soutien politique, humanitaire et militaire fort à un pays ami et partenaire de l'OTAN auquel beaucoup d'alliés apportent leur soutien. Mais il n'y a pas de présence cachée. Au contraire, l'OTAN est très attentive au fait de marquer le fait que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie et que le soutien apporté à l'Ukraine, qui est un soutien légitime... Excusez-moi, je vous coupe là aussi parce que c'est très compliqué. C'est-à-dire, on voit bien par exemple que la question des livraisons de MiG a été considérée comme une ligne rouge à ne pas franchir. Si on livrait des MiG, dans ce cas-là, les pays qui le faisaient allaient être considérés comme co-belligérants puisque c'était des pays de l'OTAN. Eh bien, l'OTAN serait considérée comme étant entrée en guerre contre la Russie. En revanche, on a les fameux missiles Javelin, on a un certain nombre d'armements, une batterie Patriot qui est déployée, sauf erreur, en Pologne. Bref, on a l'impression qu'on tâtonne pour savoir quelles sont les armes qu'on peut fournir sans que Moscou considère qu'il y a véritablement une entrée en guerre de l'OTAN. Je pense qu'il n'y a pas les livraisons d'armes à un pays même en guerre sont autorisées en droit international. C'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et on peut porter assistance à tout pays et coopérer avec tout pays. Mais ce que l'OTAN, là où l'OTAN est très attentive et l'Alliance Atlantique est très attentive, c'est le fait de ne pas choisir une posture escalatoire qui amènerait à ajouter à la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, une guerre avec l'Europe. Donc on est particulièrement prudent dans la posture de l'Alliance, mais cette posture de l'Alliance est là pour objet de défendre le territoire de l'Alliance. C'est l'objet des déploiements sur le flanc oriental et de ce point de vue-là, de signaler très clairement à la Russie qu'il serait une très mauvaise idée d'escalader ce conflit dans un conflit avec l'Europe et que l'attaque ou la frappe d'un pays de l'OTAN entraînera un conflit avec l'ensemble de l'Alliance Atlantique, d'une part, et d'autre part, il y a la question de l'assistance apportée à l'Ukraine. Encore une fois, les livraisons d'équipements militaires de toute catégorie sont parfaitement légitimes et ne constituent pas une co-belligérance. En revanche, il y a eu le choix à la fois d'avoir les livraisons les plus pratiques et utiles pour les Ukrainiens, et vous comprendrez que je rentre pas dans des détails d'équipement, sans pour autant se trouver dans une situation où les équipements livrés seraient soit peu utiles, soit difficiles à mettre en œuvre depuis le territoire ukrainien. Alors, l'autre question qui se pose, et là je me tourne vers vous, Alice Ekman, vous qui êtes spécialiste de la Chine, c'est la manière dont à la fois la Russie, mais aussi la Chine, en l'occurrence, observe ce conflit. On a pu dire que Pékin était plutôt prudent à l'origine. Qu'en est-il aujourd'hui, selon vous ? Alors tout d'abord, c'est très intéressant parce qu'il y a les faits que Camille Grand a très bien précisé et détaillé, puis il y a les perceptions, comme vous avez dit, les perceptions russes et chinoises qui convergent très fortement, notamment dans leur critique de l'OTAN.
russes et chinois se rejoignent, notamment aux Nations Unies, pour, par exemple, lors du vote du 2 mars dernier, le représentant chinois s'est abstenu de voter la résolution en reprenant le vocabulaire russe et rejetant spécifiquement, je cite, l'expansion de blocs militaires, donc en référence à l'OTAN. Plus récemment, lors d'une conférence de presse annuelle du ministère des Affaires étrangères et du Conseil d'État Wang Yi, il a été fait référence à l'OTAN en considérant que la stratégie dite indo-pacifique des États-Unis, en déploiement depuis plusieurs années, est considérée d'un point de vue chinois comme finalement une nouvelle forme d'OTAN en Asie. Et on voit que l'acronyme OTAN dans la bouche des représentants chinois est finalement perçu de manière extrêmement négative. Pourquoi ? Parce que clairement un ressentiment anti-américain et anti-OTAN existe et s'est consolidé sous Xi Jinping depuis plusieurs années. Et puis, il y a aussi un précédent historique qu'il faut rappeler. En mai 1999, en pleine guerre en ex-Yougoslavie, un bombardier américain de l'OTAN lâche 5 bombes sur l'ambassade de Chine en Serbie, faisant 3 morts. On va revenir sur cet épisode, voilà, qui est un épisode depuis, extrêmement important. Ça a vraiment consolidé le ressentiment anti-OTAN de la Chine. Les États-Unis ont indiqué que c'était un accident. La Chine a toujours rejeté cette explication et commémore encore en mars dernier a commémoré l'événement. Donc on a bien aujourd'hui une perspective, mais je voudrais aller au-delà de cette explication historique parce que la Chine considère aujourd'hui que le premier responsable de la guerre en Ukraine, ce sont en substance l'OTAN et les États-Unis, pour faire simple. C'est la thèse de Moscou. C'est la thèse de Moscou. Donc il y a vraiment une convergence en termes de perception. Je ne parle pas de faits qui sont différents, mais de perception entre Pékin et Moscou, qui explique, de mon point de vue, pourquoi la Chine soutient la Russie. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce soutien de mon point de vue. Camille Grand, ça n'est pas seulement la thèse de Moscou, c'est aussi la thèse de ceux qu'on appelle les réalistes en relations internationales qui considèrent que de toute façon, Moscou ne pouvait pas demeurer inerte face à cette poussée de l'OTAN. Très honnêtement, il y avait un chemin tout à fait différent. La Russie a encore une fois été jusqu'en 2014 un partenaire et malgré la Géorgie, malgré toute une série de différends, était un partenaire très proche de l'OTAN avec lequel il y avait une mission de l'OTAN très importante au siège de l'OTAN. Ils participaient à toutes sortes de groupes de travail, d'échanges, etc. Donc le chemin d'une coopération d'un partenariat était tout à fait ouvert et était d'ailleurs souhaité par de nombreux alliés. Donc il y a eu un choix délibéré de Vladimir Poutine, comme je disais tout à l'heure, à partir de 2007, le fameux discours à la conférence de Munich, pour aller vers une forme de rupture avec l'Occident pour des raisons qui peuvent être des raisons de politique intérieure comme des raisons de vision du monde. Ça c'est là-dessus, et consistant également à nier à ses voisins, aux anciennes républiques soviétiques en particulier, l'option de prendre des voies diplomatiques ou politiques différentes. Et je ne crois pas que ça se résume à l'OTAN. Maïdan a commencé sur la question du partenariat de l'Ukraine avec l'Union européenne en 2014. Donc on voit bien qu'il y a au fond un déni de souveraineté à ces pays voisins, et d'ailleurs même dans certains propos aux anciens pays d'Europe de l'Est qui étaient membres du pacte de Varsovie, à qui il est contesté le fait de pouvoir organiser leur sécurité, leur défense ou leurs relations internationales souverainement. Par rapport à cela. Merci Camille Grand, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'OTAN, Alice Ekman. Vous êtes spécialiste de l'Asie, on vous doit Rouge Vif aux éditions Flammarion. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Selon plusieurs analystes, l'OTAN et Pékin sont les deux seuls peut-être bénéficiaires du conflit en Ukraine, avec une alliance militaire qui aujourd'hui serait de plus en plus étroite entre Pékin et Moscou. Aujourd'hui, on assiste probablement à un tournant puisqu'il y aurait un plan de paix sur la table. Ce plan de paix est encore bien loin d'être accepté, mais enfin, il existe. Moscou et Kiev
poursuivent les pourparlers à ce sujet. Pour en parler, nous sommes en compagnie de la spécialiste de l'Asie, Alice Ekman, et puis nous sommes en duplex avec Camille Grand depuis Bruxelles. Camille Grand, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'OTAN et justement dans les thèmes qui sont agités par les Russes et notamment par Vladimir Poutine. Il y a une date dont les Européens se souviennent peut-être peu, mais qui est particulièrement importante pour la Russie, c'est le bombardement de Belgrade qui est intervenu en 1999 et qui apparaît comme une sorte d'humiliation pour la Russie. Pourquoi humiliation ? Eh bien parce que l'OTAN a décidé d'agir sans mandat, de bombarder Belgrade et l'a fait sans en avertir les Russes. Il y aurait encore un souvenir cuisant de cet épisode et puis l'idée que l'OTAN constitue toujours une menace pour les Russes puisqu'il y a une assimilation, selon Vladimir Poutine, de la Serbie au monde slave et finalement à la zone d'influence russe. Qu'en pensez-vous ? Quel est votre regard sur cet épisode qui semble aujourd'hui particulièrement présent chez les Russes ? Alors, les Russes évoquent très régulièrement la guerre du Kosovo comme étant un point tournant dans leur perception de l'Occident. Je crois que ce qui est important quand on revient sur le Kosovo, c'est deux choses. C'est d'une part de noter que la grande différence avec l'Ukraine, c'est que l'OTAN est intervenue pour arrêter un conflit et le massacre de civils et pas pour déclencher un conflit et frapper sur des civils. Et la deuxième chose c'est que dans le règlement de la question du Kosovo, le règlement pas tout à fait terminé, mais la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été votée avec la Russie, on a cherché ensuite à reconstruire une solution politique qui est toujours en devenir 20 ans après, mais qui a permis de rétablir la paix dans la région. Ce qui me semble très intéressant, c'est l'importance des Balkans occidentaux, dont on ne parle effectivement pas assez, où il y a une vraie lutte d'influence avec une Russie qui cherche à non seulement arrimer la Serbie à un camp slave fantasmé, en essayant de décourager la Serbie de poursuivre ses ambitions de rejoindre l'Union européenne. Fantasmé, si on faisait voter les Serbes, je ne sais pas ce qu'ils décideraient aujourd'hui. Les Serbes sont très partagés puisqu'il y a à la fois une aspiration à rejoindre les institutions européennes et en particulier l'Union européenne. Il y a même des relations de partenariat avec l'OTAN qui se nouent avec des échanges avec le président serbe assez réguliers. Mais et effectivement une relation historique avec la Russie qui reste très présente dans l'opinion publique et une grande partie de la classe politique serbe. Donc il y a cette tension qui existe, mais il y a aussi la situation en Bosnie-Herzégovine où la Republika Srpska pourrait prendre modèle sur ce qui se passe dans le Donbass. Donc c'est vraiment un point d'attention très fort parce que c'est une des zones dans lesquelles ce conflit d'Ukraine pourrait s'exporter. Mais alors c'est aussi une tâche dans l'histoire de l'OTAN parce qu'il y a ce bombardement sans mandat, ce bombardement qui est fait en violation de l'article 5, puisque normalement l'OTAN n'aurait pas dû intervenir ou bien sans mandat ou bien pour protéger un pays ou des personnes qui n'étaient pas membres d'un pays membre de l'OTAN, sur la base d'informations qu'on appellerait aujourd'hui des fake news, puisqu'il y avait un plan de génocide, le plan fer à cheval, qui en réalité n'existait pas. Bref, cela fait dire à Vladimir Poutine et à ses partisans qu'il y a dans l'OTAN une dimension qui peut être parfaitement manipulatoire, qui a déjà été utilisée, mobilisée en Serbie et qui pourrait très bien l'être demain sur Moscou. Écoutez, moi, je suis pas d'accord avec cette grille de lecture du conflit du Kosovo. Pour deux raisons. D'abord, parce que l'intervention au Kosovo, elle fait suite à une crise interne qui elle-même faisait suite à la crise de Bosnie-Herzégovine, où on voit un régime serbe qui exerce des pressions extrêmes sur une population kosovare qui demande son indépendance, ce qui est d'une manière vraiment très très différente de la crise actuelle. Donc le parallèle pour moi ne tient pas.
Après, ayant dit ça, ce qui est très clair dans le débouclage de la crise du Kosovo, c'est qu'il y a eu la recherche de retrouver la légalité internationale, de mettre en place un processus politique qui a été finalement très inclusif. Il y avait même des soldats de maintien de la paix russes au Kosovo qui se sont joints à l'OTAN dans les premiers temps de la mission KFOR de maintien de la paix au Kosovo, une mission de l'OTAN qui existe encore aujourd'hui, avec l'accord de la Serbie qui est très attaché et avec l'accord des Kosovars. Donc, je crois que en particulier les bombardements de Belgrade aient suscité des débats, notamment cette erreur de frappe qui a touché l'ambassade chinoise et suscité le débat, c'est évident, mais qu'on ne puisse pas dire par ailleurs que cette guerre était illégale et puisse en quoi que ce soit être comparée avec l'agression russe contre l'Ukraine. Oui, même au-delà de l'ambassade chinoise, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu 500 morts à Belgrade, la majorité étaient des civils. Cela reste une date importante, vous en parliez tout à l'heure, Alice Ekman, et plus généralement, puisqu'il y a l'OTAN observé par les Chinois finalement n'ont pas été aussi prudents que cela durant ce conflit, puisqu'ils ont apporté un soutien régulier à Vladimir Poutine. Pourquoi ? Oui, soutien diplomatique, mais en préambule, je voudrais quand même dire que la Chine ne se réjouit pas de la situation de guerre en Ukraine. Il faut quand même rappeler ce préalable, parce qu'ils ont dû évacuer 6 000 ressortissants chinois du territoire ukrainien, chose difficile, même si la plupart désormais sont évacués. Ils avaient des relations quand même économiques non négligeables avec l'Ukraine en matière agroalimentaire, télécommunications, passage aussi d'un tronçon des nouvelles routes de la soie dans le pays. Et puis aussi, on peut en parler, mais risque de sanctions secondaires touchant l'économie chinoise à terme. Donc, ils ne se réjouissent pas globalement de la situation actuelle. Ceci dit, si l'on regarde concrètement les déclarations chinoises, le soutien diplomatique est évident en termes vraiment de déclarations. Pour être très clair, la Chine, vous vous souvenez, début février, en marge des Jeux Olympiques, et la Russie ont publié un communiqué conjoint vraiment scellant leur partenariat stratégique et consolidant leur rejet de l'OTAN, de l'AUKUS, qu'on appelle l'alliance de sécurité entre l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, rejet de l'Indo-Pacifique, puis généralement rejet de la présence américaine militaire dans leur environnement géographique proche. À l'époque, ils avaient parlé d'une amitié sans limite. Début mars, donc c'est-à-dire après le début de la guerre, la Chine a raffirmé que l'amitié entre la Chine et la Russie était éternelle et que la Russie reste son plus important partenaire stratégique. Donc les mots ont quand même un sens dans le contexte actuel. On peut essayer d'être plus intelligent que ne sont les déclarations d'analyse, mais à un moment, il faut quand même regarder noir sur blanc ce qui est publié. Ces mots ont un sens. Par ailleurs, et ça c'est très important, la Chine refuse toute sanction contre la Russie, mais surtout a affirmé au niveau officiel qu'ils allaient continuer à commercer normalement avec la Russie, y compris à importer des hydrocarbures russes, atténuant en partie l'effet des sanctions. Donc il faut bien prendre en compte ces faits-là. Encore une fois, la Chine ne se réjouit pas de la situation de guerre, mais elle reste le partenaire stratégique indéfectible aujourd'hui de la Russie, dans une relation qui n'est pas si asymétrique que cela, puisque vous en avez parlé en préambule. Le partenariat militaire s'est renforcé entre la Chine et la Russie. Là, clairement, on voit des limites à la puissance militaire russe. Tout de même, la Chine a encore beaucoup à apprendre. Des exercices militaires conjoints ont été conduits entre Pékin et Moscou en mer Méditerranée, en mer Baltique, en mer de Chine du Sud, en Sibérie, en Asie centrale. Alors, on peut dire à chaque fois que ce sont des petits exercices militaires, mais la régularité et la répétition font qu'ils coopèrent de manière plus en plus étroite. Et puis, ils développent aussi des armes de manière conjointe. En tout cas, ils commencent, par exemple, un système d'alerte antimissile sino-russe et est actuellement en développement depuis 3 ans. Donc, on a quand même des éléments de convergence qui ne sont pas qu'économiques, parce qu'on a souvent dit que le rapprochement Chine-Russie depuis 2014 n'était pragmatique, un mariage de raison, comme on dit dans le vocabulaire, les analogies un peu trop rapides avec l'amour et la géopolitique, entre l'amour et la géopolitique, mais c'est un mariage de raison, parce que la Russie n'avait pas d'autre solution que se tourner vers l'Est face.
Et donc on avait dit que ce serait un rapprochement temporaire, pragmatique, qui n'allait pas durer. Aujourd'hui, on voit non seulement que le rapprochement dure, se consolide depuis maintenant 8 ans, mais qu'il n'est pas que pragmatique, il est aussi idéologique et stratégique, puisqu'il partage un rejet de l'OTAN, des États-Unis, un ressentiment occidental particulièrement fort. Moi, jamais je l'ai vu depuis Mao, si l'on peut dire, et l'histoire le prouve, un ressentiment anti-américain si fort en Chine au sein de la diplomatie chinoise aujourd'hui. C'est-à-dire que pour le dire de manière extrêmement cynique, l'intérêt de cette guerre en Ukraine du point de vue chinois, c'est qu'elle affaiblit les Américains. Oui, encore une fois, la Chine ne se réjouit pas de cette guerre, mais l'intérêt de son partenariat stratégique avec la Russie, oui, c'est de former un pôle alternatif de sécurité à l'alliance dite occidentale, et à terme, essayer de marginaliser cette alliance et de pointer leurs faiblesses autant que possible. Pour vous donner un exemple très précis, la position de l'Inde actuellement n'est pas alignée avec celle de ses partenaires de l'Indo-Pacifique, et la Chine a pointé du doigt ces divergences, vous voyez. Donc, à terme, la Chine aimerait vraiment, alors elle ne parle pas d'alliance, mais développement d'une coalition, d'un groupe de pays amis, un cercle de pays amis, qui à terme consoliderait donc des positions communes aux Nations Unies, ce qui est déjà le cas en partie sur le Xinjiang ou sur Hong Kong ou les droits de l'homme. Et puis progressivement, accords bilatéraux après accords bilatéraux arriveraient vraiment à marginaliser finalement cette alliance occidentale qui n'est pas sans faiblesse. Bien sûr, c'est un point de vue, mais c'est intéressant de le prendre en compte parce qu'une ambition politique côté chinois est très forte. Mais alors, Camille Grand, le risque n'est-il pas, en ayant repousser les Russes, en ayant renforcé l'OTAN perçue par eux comme une menace, de créer finalement une alternative à l'OTAN et à l'Occident, je le dis vite, une alliance entre les Russes et les Chinois qui serait particulièrement importante et particulièrement puissante. Alors, cette discussion me fait penser aux mots de Brzezinski, du grand stratège américain, qui disait que finalement Moscou avait le choix entre être un partenaire de l'Occident ou un satellite de la Chine. On est dans une situation où une Russie qui est quand même affaiblie, en situation de difficulté, qui s'est coupé ou qui est coupé de la mondialisation économique, qui a fait le choix d'une posture stratégique qui tourne le dos à l'espace européen, se trouve en quelque sorte se tourne vers la Chine, et la Chine y trouve son intérêt et réciproquement, mais d'abord, je crois que l'affirmation d'alliance indéfectible entre deux pays qui ont été en grande tension et en conflit il y a quelques dizaines d'années, toujours intéressante, d'une part, et d'autre part, je partage très largement ce qu'a dit... Pardonnez-moi, Camille Grand, je voulais mettre les notes en bas de page. Ouais. Vous n'y croyez pas ? J'y crois, mais je partage très largement ce qu'a dit Alice Ekman sur la situation présente. Simplement, je note qu'il y a eu dans l'histoire entre ces deux pays, et à l'époque soviétique, donc où théoriquement l'alignement idéologique était plus fort, des moments de quasi-guerre. Donc, je crois qu'il faut être un petit peu attentif là-dessus. Il y a encore des revendications territoriales, une partie du territoire russe dont la Chine conteste au moins symboliquement l'annexion au XIXe siècle, etc. Donc on est quand même dans une relation qui est très déséquilibré au plan économique, un petit peu moins au plan stratégique, et finalement où les deux pays se rejoignent dans la critique de l'Amérique, dans la critique de l'Occident, dans la volonté de bousculer l'ordre international post-guerre froide. Et ça, je crois que c'est vraiment le point commun, et ce qui relie ces deux pays, c'est la contestation d'un ordre post-guerre froide qui était, de leur point de vue, dominé par les Occidentaux, mais dont on pourrait dire aussi qu'il était dominé par la règle de droit et une forme de pacification des relations internationales. Donc pour eux, il y a cette contestation fondamentale qui est posée et qui fait que la lecture ou la grille de lecture géopolitique de ce qui se passe en Asie-Pacifique, avec la volonté d'essayer de mettre un coin dans les alliances des pays de la région avec les États-Unis, qui ne sont pas du tout un système comparable à l'OTAN, et la critique de l'OTAN par la Russie
en Europe se rejoignent et créent une forme d'alliance objective. Après, est-ce qu'elle sera durable, équilibré, ça c'est une autre question, et je pense que et là moi j'aimerais entendre Alice Ekman là-dessus, parce que je trouve que l'abstention chinoise aux Nations Unies finalement a laissé aussi les Russes dans une grande solitude. Quand les 5 pays qui votent avec la Russie sont la Corée du Nord, la Biélorussie et la Syrie, on peut se dire on peut aussi avoir une lecture différente de la position chinoise vis-à-vis de tout ça, qui n'est pas un soutien sans limite et aussi indéfectible que le disent les déclarations. On a entendu vos doutes. Alice Ekman, il y a un autre parallèle qui a été fait et qui est particulièrement sensible, c'est le parallèle entre Moscou et l'Ukraine d'une part, la Chine et Taïwan d'autre part, l'idée que finalement, en fonction de l'issue de ce qui est en train de se dérouler entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, la Chine pourrait être tentée d'avoir également ce type d'opération vis-à-vis de Taïwan. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il faut faire attention avec ce parallèle, tout d'abord parce que le risque de guerre dans le détroit de Taïwan était déjà présent dans les esprits bien avant la guerre en Ukraine, avec des scénarios de guerre à l'horizon 2024-2025 dans certains ministères de la Défense à titre préventif, mais en tout cas l'hypothèse d'une guerre... Pourquoi 2024-2025 ? Parce qu'il y a des élections présidentielles à Taïwan et aux États-Unis en même temps, parce que la Chine est dans une trajectoire de rattrapage asymétrique en termes de capacité militaire dans la région et qu'elle reste derrière les États-Unis dans un déséquilibrage qui n'est pas en sa faveur aujourd'hui, à date en 2021, 2022, 2023. Et puis aussi parce que, oui, tous les scénarios sont possibles et Xi Jinping a réaffirmé son ambition de réunifier ce qu'il appelle, l'expression qui est soi-disant réunifier Taïwan. Après, on n'a pas de précision sur le calendrier. La grande date butoir serait au plus tard 2050 pour le grand renouveau de la nation chinoise, mais entre-temps, on a plein d'hypothèses possibles et imaginables. Je ne pense pas que la Chine ait besoin de la Russie ou de la situation en Ukraine pour avoir une stratégie vis-à-vis de Taïwan. Non, mais la Chine ne peut pas se payer le risque d'avoir des sanctions semblables à celles de la Russie sur le plan économique, sauf erreur de ma part. De toute façon, là, elle pourrait faire face à des sanctions secondaires, la Chine, en continuant à commercer avec la Russie, indépendamment de ce qui se passe à Taïwan, puisque les entreprises bien entendu, mais ce que je veux dire, Chine... c'est que si d'aventure la Chine menait une opération vis-à-vis de Taïwan, on peut imaginer qu'elle s'exposerait à des sanctions semblables à celles que la Russie a aujourd'hui, et l'économie chinoise n'est pas structurée pour supporter ce type de sanctions, s'agissant d'une économie très largement exportatrice. Ce qui est certain, c'est que la Chine regarde très attentivement le déroulement de la guerre et des réactions internationales et pourra peut-être infirmer ou confirmer certains de ses plans vis-à-vis de Taïwan en fonction des développements. Par exemple, je ne pense pas, de mon point de vue, on ne sait jamais à 100% pour ces questions-là, qui sont si stratégiques, que la Chine considérait une invasion militaire de type russe en Ukraine pour Taïwan. La Chine avait, à mon avis, différents plans, une approche soit plus ciblée, soit utilisant aussi différents types, le droit des cyberattaques, etc. Donc elle pourrait, au regard des difficultés de l'armée russe, confirmer cette hypothèse, ou en tout cas ce plan qu'une attaque militaire massive n'est pas la meilleure option, par exemple, exemple ou contre-exemple. Mais le parallèle quand même est difficile à tenir. Et puis, de manière générale, le calendrier taïwanais vraiment n'est pas en écho à celui de la situation actuelle de la Russie par rapport à l'Ukraine. Mais la question des sanctions est très intéressante, parce qu'aujourd'hui, la Chine commence à faire face, en tout cas, lundi, à Rome, a eu lieu un sommet Chine, en tout cas une rencontre de haut niveau entre des représentants chinois et américains, et les représentants américains ont menacé leurs interlocuteurs de sanctions secondaires s'ils continuaient à soutenir la Russie et si ce soutien se consolidait.
Et la Chine a riposté en indiquant que dans ce cas-là, elle mettrait en place des contre-sanctions. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on est entré dans un monde de sanctions, et menaces de sanctions tous azimuts. Il faut rappeler aussi que Chine et États-Unis, les tensions sont très vives et la Chine fait toujours face à des sanctions commerciales et technologiques américaines. Et donc ça met un peu en perspective la relation sino-russe, si je me permettre, parce que certes, il existe des différends entre la Chine et la Russie sur certains points, même s'il n'y a plus de différends frontaliers aujourd'hui entre Pékin et Moscou, hein, mais il existe aussi des questionnements en Asie centrale ou sur les questions migratoires. Mais globalement, compte tenu des rapports de force existants, le rapprochement Chine-Russie se consolide face aux tensions persistantes entre la Chine et les États-Unis. Camille Grand, que ferait l'OTAN si la Chine décidait d'être beaucoup plus agressive vis-à-vis de Taïwan ? Alors, d'abord, l'OTAN est une organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc elle n'est pas, sa première responsabilité n'est pas dans le détroit de Taïwan, évidemment. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que la question chinoise est apparue dans les discussions à l'OTAN. On n'en parlait pratiquement pas il y a quelques années, et il y a une mention de la Chine dans le dernier communiqué du sommet de 2021, et c'est un des sujets sur la table. Je crois que la question de la compétition stratégique, de la montée en puissance de la Chine, forcément nous amène à nous poser des questions. D'abord parce que Alice Ekman le rappelait tout à l'heure, la Chine fait des exercices militaires à proximité de l'Europe, en partenariat avec la Russie, en Méditerranée, dans la Baltique. Donc on peut pas ignorer tout ça. Et ensuite parce que il y a un certain nombre d'alliés qui sont des alliés qui sont des puissances du Pacifique, les États-Unis, le Canada bien sûr, mais aussi la France et le Royaume-Uni qui ont encore des territoires et des partenariats très forts dans la région. Donc on ne peut pas ignorer les conséquences de cette montée en puissance de la Chine et ce que ça peut vouloir dire pour notre sécurité et dans la relation transatlantique avec des États-Unis qui jusqu'à la crise ukrainienne s'apprêtaient à porter le gros de leur effort stratégique vers la Chine. Donc c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet qu'on regarde aussi en reconnaissant que les relations avec la Chine ne sont pas de la même nature que celles qu'il y a avec la Russie, évidemment, et qu'il y a un espace aussi de dialogue sur des questions qui peuvent être comme le désarmement ou le changement climatique, où on espère nouer avec la Chine aussi des canaux de dialogue, ce qui n'est pas évident, parce que comme Alice Ekman le rappelait, la Chine connaît pas ou mal l'OTAN, le lit beaucoup à travers une grille de lecture strictement russe. Moi, j'en ai fait l'expérience dans des engagements avec des Chinois il y a quelques années, et c'est ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir pour nouer une conversation utile dans un contexte où il y a ces rivalités stratégiques. Un mot de conclusion, Alice Ekman. On entend dire en ce moment que la Chine est préoccupée par la tournure de la guerre en Ukraine, en ce sens que son allié russe n'est pas du tout doté d'une armée aussi efficace que la Chine aurait pu le penser, et qu'ils ne veulent pas du tout se retrouver associés à une armée perdante. Qu'est-ce que l'on peut imaginer ? Est-ce qu'on peut imaginer un basculement, un changement d'attitude de la Chine ? De mon point de vue, non. On peut imaginer des manières de contourner les sanctions secondaires côté chinois, parce que c'est une réelle préoccupation, par différents biais, en utilisant des banques chinoises de plus petite taille et des transactions en yuan ou en rouble. En s'exposant dans ce cas-là à des sanctions secondaires de la part des Occidentaux. Ils sont déjà exposés aujourd'hui à des sanctions secondaires. Certaines entreprises chinoises, ou directement ou indirectement, comme Volvo, TikTok, commencent à retirer certaines opérations du territoire russe par peur de conséquences pour leurs opérations liées aux marchés occidentaux. Donc on voit bien là qu'il y a une période grise de tâtonnement, mais le gouvernement, au niveau officiel, a dit qu'ils allaient continuer à commercer normalement avec la Russie. Donc il est probable que le politique recadre l'économique pour poursuivre ce soutien économique et énergétique à la Russie. Camille Grand, sur la guerre en Ukraine, avec ce plan de paix et ces négociations, qu'est-ce que l'on peut espérer pour les prochains jours ? Moi, j'espère d'abord que les souffrances du peuple ukrainien vont s'arrêter, parce qu'on voit que la guerre est passée dans un moment où les civils en sont les premières victimes, et donc toute solution qui permette de parvenir au moins à un cessez-le-feu et l'arrêt de ces bombardements massifs, et puis on l'espère au retrait de ces troupes russes serait très souhaitable. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on est dans une situation où il y a une forme de symétrie des enjeux.
enjeu où Vladimir Poutine a expliqué que ce conflit était vital pour la Russie et que, évidemment, il est existentiel pour les Ukrainiens. Donc, moi, je reste prudent sur ces négociations, en espérant au moins des bénéfices humanitaires, mais en remarquant aussi que 20 jours après le début du conflit, l'espoir russe d'une victoire rapide, d'un écroulement du système de la société et du gouvernement ukrainien ne s'est pas produit, et que donc on doit aussi se préparer à l'hypothèse d'un conflit qui dure, parce que la situation sur le terrain reste extrêmement fluide et sans victoire décisive d'un côté ou de l'autre aujourd'hui. Merci beaucoup Camille Grand, vous êtes secrétaire général adjoint de l'OTAN et ce duplex a été rendu possible grâce à Angélique Bouin que je remercie. Merci aussi à Alice Ekman, spécialiste de l'Asie. On vous doit notamment Rouge Vif, l'idéal communiste chinois. C'est aux éditions Flammarion.